Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21. Cocorico, c'est le week-end du Grand Prix de France. Et à mes côtés, deux experts, déjà Paul Perardel, qu'on a déjà vu dans les émissions sur la Formule E. Bonsoir Paul, comment vas-tu ? Super, je suis chaud bouillant pour ce Grand Prix de France. Très très beau Grand Prix qui nous attend. Et aussi à nos côtés, notre expert IndyCar qui arrive en F1, Clyde. Clyde, peux-tu te présenter, puisque tu ne l'avais pas fait la dernière fois sur la vidéo IndyCar, peux-tu présenter ta passion pour la F1 puisque tu suis aussi le championnat du monde de Formule 1 ? Bah oui, même c'est ce que j'ai suivi en premier. Je suis venu à l'IndyCar par la F1 plutôt. Donc moi, mon premier Grand Prix de Formule 1, c'était en 99, le Grand Prix de Grande-Bretagne avec Schumacher quand il s'est cassé la jambe. Et depuis, j'étais accroché. Je suis la Formule 1 à temps complet, on va dire, depuis 2001, quelque chose comme ça. Et j'étais un gros fan d'Alonso sur toute sa carrière. Et je l'ai suivi dans toutes ses équipes. J'aimais bien Renault à l'époque. J'aime bien Ferrari aussi à l'époque. Je reste quand même plutôt un tifosi tiède, on va dire. Maintenant, parmi les pilotes qui arrivent, je supporte assez bien Leclerc, effectivement, Ocon aussi, ça a l'air d'être un bon gars. Verstappen plutôt sur la piste qu'en dehors, mais voilà. Très bien. Eh bien écoute, je vais commencer avec toi parce qu'on va parler tout d'abord de vos souvenirs du Grand Prix de France qui était de retour l'an dernier après 10 ans d'absence. Qu'est-ce que tu as comme souvenir du Grand Prix de France ? Plutôt Manicourt, plutôt le Castellet, c'est quoi ? Le Grand Prix de France, ça t'évoque quoi ? Grand Prix de France, c'était Manicourt, c'est le seul Grand Prix auquel j'ai assisté en fait. C'était en 2003, on avait fait tout le déplacement depuis la Bretagne avec mon grand-père et puis des amis, jusqu'à Manicourt en voiture comme ça, on est arrivé le matin... Non, on avait dormi, c'était ça, on est arrivé samedi en fin d'après-midi, on a vu la fin de la course de F3000, et on avait dormi sur place, je sais même plus où, et puis on avait passé le dimanche... C'était vraiment J'avais 12 ans, c'était une expérience magique, on va dire, pour un gamin de 12 ans. J'avais les yeux grands comme ça, les oreilles complètement recouvertes de son. Enfin, c'était vraiment une grosse expérience. Mais je me souviens quand même qu'on est parti avant la fin. Histoire comme tout le monde, pour éviter les bouchons. Éviter les embouteillages, ce qu'on n'a pas du tout évité d'ailleurs. À Manicourt, c'était le grand problème. Paul, c'est quoi ton souvenir du Grand Prix de France ? Ça t'évoque quoi, ce Grand Prix de France ? Alors, déjà pas le Castellet, malheureusement, puisque je suis beaucoup trop jeune pour avoir connu le Castellet. Moi, effectivement, c'est plutôt un peu Manicourt. Jamais vu un Grand Prix là-bas, mais effectivement... J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup suivi à propos de ça, d'un circuit complètement excentré, perdu au milieu de nulle part, difficilement accessible, voilà, donc plutôt content que ça revienne au Castellet, même si on peut écouter les critiques, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard voilà, sur le circuit du Castellet, mais je pense que c'est toujours mieux que Manicourt dans tous les cas. Ouais, effectivement, surtout au niveau de l'accès à la piste en elle-même, au niveau de la largeur de la piste, il y a des grandes améliorations. Justement, parlant de ce circuit du Castellet, alors accessibilité difficile au circuit puisque c'est sur un plateau, les étrangers qui râlent après ces grandes parties hors piste, toutes bitumées, un circuit ultra moderne que certains décrivent comme étant sans état d'âme. Bien évidemment, des noms français qui décrivent sans état d'âme, souvent les Anglais ou les Belges pour se moquer de nous. Messieurs, et je vais commencer par Paul justement, qu'est-ce que tu penses de ce circuit du Castellet ? Quel est ton avis sur ce circuit ? Alors effectivement, il a un petit côté parking, on est d'accord, hein, avec tout ce bitume de partout, tout autour, où effectivement les erreurs ne se payent pas. Hein. On dit qu'en général ça se paye cash, mais ici ça ne se paye pas, tout simplement. En dehors de ça, moi j'aime bien, il a un profil un peu atypique, tout en longueur, comme ça, le long de la piste de décollage de l'aéroport. C'est un format un peu différent, si je dis pas de bêtises, c'est pas du tilt-que, donc à partir de là déjà ça me fait plaisir. Et voilà, quelque chose un peu différent, une petite saveur du sud de la France, comme ça, qui fait bien plaisir. À noter aussi un petit point par rapport au circuit, là cette année ils ont refait l'entrée et la sortie des stands. Donc l'entrée des stands chante le dernier virage, ce qui aurait pu donner des stratégies assez intéressantes puisque du coup l'entrée au stand, enfin le passage au stand se paierait beaucoup moins cher qu'avant.
et donc aurait pu donner des stratégies intéressantes, sauf qu'en même temps la FIA a décidé de combiner ça avec une baisse de la vitesse maxi autorisée à 60 km/h, et du coup au final on va passer autant de temps dans les stands, donc on ne change rien. Effectivement, c'est un peu la même configuration qu'à Silverstone où on coupe ce dernier virage pour rentrer directement dans les stands. Clyde, quel est ton avis sur le circuit? On a entendu beaucoup de critiques aussi sur cette fameuse chicane nord qui coupe la ligne droite du Mistral. Quel est ton avis sur cette piste du Castellet? C'est une belle piste d'essai, hein. C'était d'ailleurs pour ça qu'elle a été construite, comme pas mal de circuits de Formule 1. Ça n'empêche pas que ces circuits peuvent avoir une âme. Et le Castellet a une âme, il a une histoire. C'est vrai que dans un certain sens, il a peut-être un peu souffert de justement d'être trop une piste d'essai ces 10-20 dernières années, d'avoir été une piste d'essai de haute technologie où ils ont essayé plein de trucs. C'est un circuit qui est assez plat, mais qui du coup quand même retrouve un certain charme, même malgré ses grands dégagements, ses grands... vous savez, c'est sur ce circuit-là qu'a été inventé ces dégagements avec des lignes qui vont ralentir la voiture, mais pas assez pour que ça puisse vraiment se payer cash, comme disait Paul. Sur cette chicane, effectivement, voir une Formule 1, enfin les Formule 1 sur cette grosse ligne droite, voir jusqu'à combien elle pourrait aller, ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être sympa. Mais c'est vrai que le circuit peut-être manque d'autres opportunités de dépassement, et je pense qu'ils ont voulu vraiment en créer une qui soit assez efficace, qui a été relativement le cas l'année dernière. Donc pour l'instant, peut-être oui, qu'il vaut mieux garder cette chicane tant qu'on ne retravaille pas d'autres parties du circuit qui permettraient peut-être d'avoir plus de dépassement. Ouais, tout à fait. On pense notamment au double virage 1-2 et puis au virage de Signe qui, étant donné qu'il se prend à fond, ce qui est une très bonne chose, puisqu'on en a peu en F1 aujourd'hui, les dépassements se font souvent avant, tu l'as dit, dans cette chicane nord. C'est ça, et faut pas non plus que ça devienne cette grande ligne droite. On en avait une à Fuji. Oui, tout à fait. Une énorme ligne droite qui était interminable. Est-ce que ça apportait réellement au circuit? Je suis pas sûr. Tout dépend des circuits et tout dépend. On l'a vu à Mexico, cette ligne droite est pas si mal. Ça dépend vraiment de la configuration du circuit. Alors, ce podcast sera sous le signe de la France, bien évidemment, puisqu'on va parler Renault, on va parler pilote français, on va parler rumeurs concernant les pilotes français. Et on commence tout de suite par Renault. Messieurs, Renault qui a réussi une belle performance au Canada, 6e et 7e, devançant même une Red Bull. Renault qui court à domicile. Alors je me tourne vers Paul. Qu'attends-tu de Renault ce week-end? Est-ce que tu les vois encore batailler avec le top 3 ou est-ce qu'ils vont être un peu en retrait? Est-ce que tu penses que les évolutions vont encore continuer à les faire s'installer dans ce top 3? Alors Renault, qu'est-ce que j'en attends? En tant que fanboy que je suis, beaucoup trop évidemment, beaucoup trop après cette super performance au Canada. Si on rappelle aussi la 4e place de Ricciardo, de Ricciardo au qualif, qui sur un circuit purement moteur. Tout à fait. Ouais. C'était énorme, c'était énorme, faut qu'on se le dise. Maintenant, si on essaye d'être un peu pragmatique, j'attends quand même une bonne perf. Voilà, je sais que Honda vient aussi avec une nouvelle spec moteur. On parle d'une dizaine de chevaux en plus dans l'escarcelle. Maintenant, de son côté, Renault, eux, viennent avec une voiture, presque une voiture B, qui est, d'après ce qu'ils nous disent, ou une voiture C, voire. Donc clairement, il y a un gros potentiel. Aller chasser le top 6, sauf casse, j'y crois pas. Par contre, aller installer Renault en tant que vraiment la 4e force du plateau, oui, je pense que là, c'est vraiment l'occasion. Et qu'on se le dise, une belle perf de Renault en France, au Grand Prix de France, ce serait beau, à un moment qu'on soit fan ou pas de la marque. Ça fait toujours plaisir de voir la marque locale faire un gros score à domicile. Ouais, ça permettrait aussi peut-être d'amener des nouvelles personnes vers la Formule 1 avec une grosse perte de Renault. Clyde, qu'est-ce que tu attends de Renault ce week-end? Renault, c'est une écurie que je soutiens depuis longtemps aussi, mais j'attends déjà qu'ils essaient au moins de confirmer les performances qu'on a vues au Canada. C'est vrai que sur un circuit de moteur, ça nous avait pas mal surpris, et plutôt dans le bon sens de les voir aussi bons. Je les vois pas aussi haut parce que je ne pense pas qu'on aura une course aussi atypique, mais déjà de s'installer comme la 4e, 5e force du plateau, en concurrence on va dire avec McLaren, ce sera déjà bien. Maintenant je pense que sur cette saison ça va être une saison un peu en retrait, une saison plus en dents de scie,
avant que le travail de fond paye un peu plus l'année prochaine. Souvent les écuries c'est un peu comme ça, une année bien, une année un peu moins bien, une année bien, une année un peu moins bien. L'année dernière ça a été quand même assez bien. Je pense que là ils vont souffrir un peu de la concurrence du milieu gris qui est quand même très très compétitif. Effectivement, ouais. On l'a déjà dit, il y a un gros milieu de gris cette saison et un coup on se dit que Toro Rosso est en tête, un coup on se dit que McLaren est en tête. Là cette fois-ci c'est Renault, on espère que Renault se maintiendra en tête. Concernant les pilotes français, l'année dernière ils nous avaient offert un beau premier tour, magnifique premier tour qui s'était arrêté au bout de 3 virages pour la plupart d'entre eux. C'était un flop magnifique, hein, on est d'accord. Un merveilleux flop comme tu le dis. Mais cette année, qu'attendez-vous des pilotes français? On sait que Pierre Gasly est sous pression. On sait que Romain Grosjean doit faire des résultats. Qu'attendez-vous, messieurs? Clyde, qu'attends-tu des pilotes français cette saison au Castellet? Et qui penses-tu qui va le mieux performer durant cette course? C'est vrai que je suis pas forcément les pilotes français autant que d'autres, mais Gasly est sous pression, mais ça semble quand même aller un petit peu mieux ces derniers temps, dans le sens où il commence à apprendre vraiment à gérer l'environnement Red Bull. Il sait qu'il a compris, peut-être aussi qu'il est face à Verstappen, que Verstappen c'est quand même un très 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 gros talent, qu'il fallait qu'il bosse, qu'il fallait qu'il soit plus incisif, sans trop en faire. Et il fait son petit bonhomme de chemin finalement. Donc s'il arrive à résister à la pression du week-end, s'il n'en fait pas trop, un peu comme Grosjean avait fait l'année dernière, dans le sens où trop d'événements, trop de trucs avec les fans, il pourrait faire une bonne performance. Maintenant, voilà, en général, les pilotes locaux, à moins que ce soit des monstres comme Alonso, je trouve pas forcément qu'ils fassent de belles performances sur leur Grand Prix. Une fois ou deux, oui, mais c'est souvent très difficile de gérer cette pression-là. Grosjean, ça dépend aussi de sa monoplace. Il a une Haas qui, à mon avis, n'est pas aussi réussie qu'ils le disent. Hein. Ils n'arrêtent pas d'essayer de dire qu'ils ont la 2e ou 3e meilleure voiture du plateau, qu'ils pourraient battre Red Bull même. Qu'ils ont compris les pneus, ils le répètent tout le temps, ils ont compris les pneus, c'est ce qu'ils nous disent. Oui, c'est ça, ils ont compris les pneus. À mon avis, non. La voiture n'est pas si bien née que ça. Elle a du mal à exploiter les pneus. Donc, on verra bien, hein, mais je pense pas qu'il nous étonne. Et d'autant plus que Magnussen a clairement pris l'ascendant maintenant sur Grosjean. Effectivement, ouais. Même si Magnussen a connu un week-end difficile le week-end dernier, un peu râlé à la radio durant la course, pour l'instant il prend l'avantage sur notre Romain Grosjean national. D'ailleurs, Paul, qu'attends-tu des pilotes français? Attends-tu Romain Grosjean dans le mur au premier tour? Attends-tu Pierre Gasly sur le podium? Dis-nous tes prédictions. Moi je rejoins Clyde, hein, pas grand-chose. Effectivement, Gasly un peu de mieux, mais il va vraiment falloir qu'il se bouge parce que derrière on a Kvyat quand même qui remonte fort. C'est d'ailleurs sans doute moi ma bonne surprise de l'année, hein, en termes pilote. La performance de Kvyat côté Toro Rosso. Clairement, si Gasly commence pas à pousser un petit peu, je ne demande pas de passer Verstappen. On sait que Verstappen c'est une machine, c'est un monstre. Il est 3 crans au-dessus de tout le monde. Mais au moins d'essayer d'aller se frotter un petit peu quand même à lui, d'aller le chercher un peu de temps en temps. Ce qu'il fait pas aujourd'hui, et clairement, s'il continue comme ça, sa place est en danger à la fin de l'année, hein, ça c'est sûr. Hein. Sa place est en danger à la fin de l'année. Et puis Romain Grosjean, pour moi, je comprends pas la haine autour de lui, je comprends pas non plus la hype. Pour moi, c'est un bon pilote de milieu de tableau. Il va engranger des points, la confiance revient un petit peu, voilà. J'attends des deux un meilleur Grand Prix que l'année dernière parce qu'effectivement c'était une catastrophe de voir les 3 Français qui passent pas le 3e tour. Enfin je sais plus mais grosso modo c'était ça. Pour moi c'était une catastrophe. Mais effectivement la Haas c'est ce qu'elle est et cette année si maintenant ils peuvent aller chercher les points ce sera très bon pour eux. Et Gasly pour moi doit être dans le top 6 mais à moins d'une défection des 5 devant lui il sera 6e quoi. Ouais, effectivement, ouais. Il traîne souvent en fond de top 6. Il y a un 3e pilote français dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est Esteban Ocon qui a fait une sortie dans Autosport cette semaine, déclarant que des discussions avaient déjà commencé pour son avenir et que Toto Wolff et lui travaillaient tous les deux pour qu'il retrouve un volant en 2020. Paul, c'est toi qui es venu vers nous avec cette news. On a beaucoup parlé des performances de Kubica depuis le début d'année. Kubica qui a d'ailleurs déclaré que lui aussi
cherchait un autre volant pour 2020 et ne voulait pas rester en fond de grille. Alors est-ce que tu vois Esteban Ocon chez Williams? Est-ce que tu vois Mercedes placer son poulain dans une autre écurie que Williams? Alors pour moi, effectivement, les rumeurs d'Ocon sont pas déconnantes. Ce sera Williams ou Williams, hein, qu'on se le dise, hein, chez Lawrence Stroll Racing Point Force India, ce sera Stroll et Perez qui a un contrat béton. Donc clairement, s'il y a une place à prendre, c'est chez Williams. Je pense que Russell va rempiler une année. Kubica, par contre, effectivement, il y a des rumeurs. Alors, il dit que c'est lui qu'il est pas content, que Williams fait du favoritisme pour Russell. Que Russell aurait une meilleure voiture, ouais. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un peu de la foutaise. C'est surtout son sponsor, en fait, a priori, qui lui met la pression. Tout à fait, et qui lui dit, en gros, si tu veux continuer à toucher les, je sais plus, 10 ou 15 millions qu'on t'apporte, il faut que tu nous mettes sur quelque chose qui nous montre et qui nous montre bien. Et clairement, c'est pas le cas de Williams. Donc, je pense que son sponsor pousse fort pour le mettre ailleurs. Je le verrais bien, justement, d'ailleurs, aux 24 heures du Mans l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Et donc, eh bien, si Kubica venait à partir, effectivement, pourquoi pas voir Ocon là-dedans, si Mercedes est prêt à aligner la petite ristourne moteur habituelle pour placer son pilote, quoi. Ouais, d'ailleurs, pour Kubica, on en a parlé chez Racing Point et chez Haas, qui sont les deux écuries les plus à même aujourd'hui de l'accueillir dans le cas d'un éventuel départ. Clyde, est-ce que Williams, ça te paraît la meilleure solution pour Esteban Ocon l'an prochain, et surtout, a-t-il le choix d'aller ailleurs? Alors je viens d'apprendre la rumeur en même temps, j'espère bien que Toto Wolff en tant que manager d'Ocon et qu'Ocon en tant que pilote essaie de retrouver un volant pour l'année prochaine, et j'espère bien qu'ils ont déjà commencé à parler à plusieurs équipes, y compris pourquoi pas les équipes non Mercedes. Et effectivement, Williams, ce sera pas forcément la meilleure solution parce que c'est une écurie en perdition, faut dire les choses comme elles sont, mais c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre place pour Ocon sur la grille, j'en vois pas d'autre en fait. Donc, oui, probablement qu'Ocon sera chez Williams l'année prochaine si Toto Wolff considère que c'est quand même une bonne option. Parce que chez Mercedes, ça va être bouché, Bottas a repris des couleurs. Donc il va pas partir d'ici 2 ou 3 ans, et pareil pour Hamilton. Donc c'est la seule solution, mais le risque c'est ce qui va arriver d'ailleurs, et même chose pour Russell, c'est qu'on va les oublier. Ouais, effectivement, ça va être comme Verlaine. C'est ça, syndrome Verlaine, exactement. Et Kubica, son problème c'est que premièrement, il voit que même si c'est un gros achèvement pour lui de revenir dans une écurie Formule 1, de faire une saison complète en Formule 1, il se retrouve dans la pire écurie du plateau, donc il ne peut pas se mettre en valeur, mais en plus de ça, il se fait quand même copieusement battre par Russell depuis le début de l'année. Et ça, c'est le syndrome Schumacher. Je pense pas en fait qu'il soit forcément moins talentueux, mais ça fait 10 ans qu'il n'a pas piloté à ce niveau-là, et il a forcément perdu. Ouais, il disait en début d'année qu'il n'arrivait pas à connaître tous les boutons d'ailleurs, et qu'il n'arrivait pas à connaître tous les boutons sur la voiture, donc c'est exactement. Voilà. Et les voitures ont tellement changé que c'est un gros apprentissage. La marche n'est pas aussi haute finalement pour Russell que pour Kubica. Maintenant, de toute façon, il ne peut pas non plus se cacher derrière la voiture, il ne peut pas se cacher derrière Williams. Je ne pense pas qu'il y ait du favoritisme. Je pense qu'il est juste plus lent. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que si Williams, de toute façon, avait une solution pour rendre la voiture plus rapide, ça se saurait depuis un moment. Ouais, voilà. oui. Donc pour moi, voilà. C'est pas dans leur intérêt de rester dans le fond de grille. Hein. C'est comme une entreprise cotée en bourse. Ils font des bénéfices jusqu'ici avec la branche ingénierie. Ça va pas durer si l'écurie de course est en fond de grille. Effectivement. Messieurs, on va passer à vos pronostics. Tout d'abord, on va commencer par votre podium et votre driver of the day. Je me tourne vers toi, Paul. Quel est ton podium pour ce Grand Prix de France, et quel sera ton driver of the day? Allez, vous voulez un pronostic qui va sortir de l'ordinaire, où vous allez être incroyablement surpris? N'hésitez pas à regarder la prochaine page. Non, sans déconner, pour moi, ça va être du Hamilton, du Bottas et du Vettel sur le podium encore et encore. Voilà. Et driver of the day, alors on va mettre Leclerc, parce qu'on se le dise, il est un petit peu à domicile lui aussi, et c'est le seul francophone que je vois performer dimanche.
Tu vois pas, t'as pas de confiance en Lance Stroll, le meilleur des francophones. Très bien, je note ça. Non, sinon, effectivement, si en fait Renault, si on essaye d'être un peu, si je reste là encore pragmatique, je pense pas que Renault va faire une performance incroyable non plus. Mais si jamais Renault arrivait à sortir du bois, effectivement, ce serait Ricciardo, alors auquel cas mon driver of the day. Écoute, on met Leclerc en 1 et Ricciardo en 2. Voilà. Clyde, ton trio et ton driver of the day. Alors, mon trio, effectivement, ça va pas être un prono foufou. Hein. Je pense que Mercedes a toujours un avantage et le conservera. Ce sera probablement du Hamilton-Bottas. Bottas commence à marquer le pas. Hamilton bosse pour passer devant. Je mettrai quand même Leclerc en 3ème. Je pense parce qu'il est quand même très proche de Vettel et Vettel va avoir la tête ailleurs. Surtout si sa pénalité est confirmée. Mais il a clairement pas passé 2 semaines à fond préparé sur le Grand Prix. Je pense qu'il a ruiné cette pénalité pendant ces 2 semaines-là. Il est fragile mentalement. Si Leclerc pousse bien, il peut passer devant. Pour Driver of the Day, bon, allez, je mettrai un Verstappen, mais sans grande conviction. Écoute, Verstappen, c'est noté. Bah écoutez, Hamilton, Leclerc, Bottas pour moi et Driver of the Day, Daniel Kiat, la fusée russe. On va passer au duel entre écuries. Je vais vous demander tour à tour pour chaque écurie qui va dominer son coéquipier. Paul, tu me réponds en premier, Clyde, tu me réponds en deuxième. Comme ça, on fait tout de façon très automatique. Cette émission est totalement professionnelle. Paul, chez Mercedes, qui va dominer qui? Hamilton sans hésiter. Clyde? Hamilton aussi, ouais. Ok, chez Ferrari? Moi je mets Vettel devant. Pourquoi pas Leclerc? Ok, chez Red Bull? Verstappen, on se pose pas la question là non plus. Pareil, Verstappen. Ouais, là c'est assez terrible chez Red Bull, le constat est déjà fait. Chez McLaren? Là je vais mettre Norris pour le coup, il aura cœur à se venger du Canada où il a fini en bout de pit lane, pour moi c'est Norris. C'est possible, après je mettrais quand même Sainz sur l'expérience. D'ailleurs, la rumeur dit que la voiture de Norris est toujours en bout de pit lane au Canada, ils ont toujours pas réussi à l'enlever. Chez Renault? Ricciardo avec des cœurs. Ricciardo, oui, il commence à prendre l'ascendant sur le Calmeragla. Chez Racing Point? Allez, on va mettre Perez parce que j'aime pas Stroll. Perez aussi. Sachez que je suis représentant de la team Stroll ici, donc vous me décevez beaucoup, messieurs. Toro Rosso? Là, je vais mettre Kvyat pour le coup. Pareil, je pense qu'il prend largement l'ascendant sur Albon cette année. Ouais, Kvyat, bonne surprise de cette saison. Chez As? On va mettre Magnussen parce que Grosjean sera dans le mur au premier virage. Pareil. Chez Alfa Romeo? Et ben pour le coup là c'est une bonne question. Je trouve que Raikkonen marque vraiment le pas. Giovinazzi lui n'évolue pas spécialement, mais vu que Raikkonen recule, je vais mettre Raikkonen parce que voilà, petite pensée émue, mais ouais, sans grande conviction ce coup-ci. Je pense pas que Giovinazzi va rester à sa place. Raikkonen marque le pas, mais surtout sa voiture qui marque le pas. Donc Raikkonen devant Giovinazzi de toute façon. Et on rappelle que Giovinazzi est le seul pilote hors pilote Williams à ne toujours pas avoir marqué 2 points. Chez Williams justement. Ouais. Moi je vais dire le camion qui transporte les Williams, hein, clairement. Ah oui, clairement le plus rapide de l'écurie. Donc le camion pour tout le monde, c'est pas de réponse, vous n'avez pas un pilote à me donner. Il n'y a pas de rythme. Ah clairement oui, les voitures sont automatiques, ils sont dans les stands en fait. Non, si on essaie d'être sérieux, ce sera Russell évidemment, mais c'est triste de dire effectivement que Jean-René, le chauffeur du camion, est sans doute le pilote le plus rapide de l'écurie Williams, quoi. Paraît-il qu'il serait non qualifié en F3, c'est une rumeur qui se dit, c'est tellement lent, on dirait du Minardi. Voilà. Messieurs, merci beaucoup pour vos pronos, tout est noté, tout est enregistré, on verra la semaine prochaine qui aura raison, qui aura tort, qui aura été lumineux et qui se sera fourvoyé. Je vous remercie pour cette émission. On rappelle que le Grand Prix de France sera en clair sur TF1 dimanche. Donc regardez le Grand Prix de France. Vous n'avez pas besoin d'abonnement Canal ce week-end. Grand Prix de France en clair avec de la pub, mais en clair. Et messieurs, je vous dis salut et à la semaine prochaine. Bon Grand Prix à vous. À bientôt. Allez, salut à tous.